Donc Fanny Tomna va nous faire une petite conférence sur le microbiote. Donc elle est en fin d'études en information à la scène de naturopathie. Une conférence de fin d'études, voilà. Juste pour préciser, donc tu as été de formation de pharmacienne aussi, hein? Non, préparatrice. Préparatrice en pharmacie, et donc tu as fini ta formation en naturo. Ouais. Et voilà, donc je te laisse un petit moment. Alors on va parler du microbiote intestinal, bien sûr il en existe d'autres, hein. Il existe celui de la peau, celui de la flore vaginale, voilà. Et voilà. Et donc on va parler des bactéries qui le composent, parce que le microbiote en fait, c'est les bactéries et tous les micro-organismes qui composent le système digestif. Il faut savoir qu'on ne peut pas vivre sans le microbiote et qu'on vit en symbiose avec eux, avec ces bactéries. C'est une collaboration qui remonte à des centaines d'années, même de millions d'années, puisque c'est la base de la vie sur Terre, les bactéries. Alors le microbiote, qu'est-ce que c'est? C'est un écosystème qui est à l'intérieur de nous. Nous, on va parler du microbiote intestinal, donc la flore intestinale pour ceux qui ne connaissent pas. C'est majoritairement des bactéries et c'est 95% des bactéries de notre corps qui sont présentes dans notre intestin et nos systèmes digestifs. Elles sont entre 10 et 50 fois plus petites que nos cellules et elles sont 10 fois plus nombreuses. Elles représentent entre 1 à 5 kg de masse bactérienne intestinale. Et au fil de notre vie, on héberge 5 éléphants d'Afrique de bactéries. Vous savez combien ça peut représenter en kilos? Entre 25 et 30 000 kilos. Donc il n'existe pas ni de bonnes ni de mauvaises bactéries. On va parler bonnes ou mauvaises parce qu'on va préférer celles qui ont une action positive dans notre corps. Et on va préférer que ce soit celles-ci qui nous colonisent. Il y a 7 milliards d'individus, enfin plus que 7 milliards d'individus sur Terre, et il y a plus que 7 milliards de microbiotes sur Terre. C'est une carte d'identité comme l'empreinte digitale. Et donc chacun de nous est le chef d'orchestre de son propre orchestre. Tapisse le microbiote intestinal, donc les bactéries elles sont concentrées sur tout le tube digestif. Et là comme on peut voir, donc ça c'est le côlon, donc les cellules du côlon. Il y a un petit peu de mucus et les bactéries elles se trouvent bien concentrées juste après le mucus. Et elles tapissent la paroi intestinale et ça représente environ 400 mètres carrés. Donc il en existe tout plein, hein. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais il en existe tout plein des bactéries, hein. Donc entre 1000 et 1200 espèces qui hébergent notre corps. Et dans le système intestinal, il y a entre 160 et 250 espèces. Voilà. Donc en fait, moi je trouve qu'on est plus des véhicules à bactéries que des humains, puisqu'elles sont 10 fois plus nombreuses que nos cellules humaines. Donc il existe 3 entérotypes. Alors entérotype, ça veut dire type classe de bactéries. Et c'est selon ce qu'on mange, selon la culture, selon le sexe et les habitudes alimentaires. Donc les 2 premiers, vulgairement parlant, pour les retenir, c'est la flore de putréfaction. C'est tout ce qui est les gens qui vont manger très carné, donc la viande, produits animaux. Prévotella, c'est plutôt la flore de fermentation. Pardon. De fermentation, donc là c'est plutôt les légumes, les fibres alimentaires. Et ensuite les derniers, c'est les moins fréquents, c'est ceux qui sont très très diversifiés. Donc ils n'ont pas vraiment une culture alimentaire comme nous on peut l'avoir en France, ils mangent vraiment plusieurs cultures. Voilà. Et puis c'est essentiel à tout le monde d'avoir un microbiote diversifié. Alors elles viennent d'où? Dans l'utérus, lors de la grossesse, le bébé n'en a pas, il va se faire coloniser à l'accouchement. Donc grâce à la flore vaginale, la flore fécale, et en cas de césarienne, c'est la flore cutanée qui va prendre le relais. Et en fait, ces bactéries, elles préparent à recevoir le lait maternel, elles permettent de casser les sucres du lait en plus petites particules pour qu'elles soient assimilables pour le bébé. Et 72 heures après la naissance, il y a 1000 milliards de bactéries dans le tube digestif de l'enfant. Ça se reproduit bien. Alors l'évolution du microbiote, il se fait dans les 3 premières années de la vie de l'enfant, selon ce qu'on mange, selon s'il est en contact avec des animaux, la terre, voilà, s'il peut bouger. Et s'il a eu beaucoup d'antibiotiques, sa flore sera moins diversifiée. Et il y a toujours des modifications transitoires à l'âge adulte, si on prend des antibiotiques, si on est un peu déprimé, selon ce qu'on mange, si on fait des changements. Et il faut beaucoup de temps pour changer un microbiote alimentaire, mais il y a toujours l'identité principale qui reste.
On ne peut pas changer tout son microbiote, même si on fait un jeûne, même si on change d'alimentation, on a toujours une prédominance déjà à la naissance. Hein. Donc les végétariens, ils sont conditionnés plus ou moins à la naissance parce qu'ils ont un microbiote qui va demander plus de fibres. On va voir après comment elles communiquent avec notre cerveau pour donner ses ordres. Alors elles ont plusieurs missions. C'est nous rendre service en échange du gîte et du couvert. Donc les bactéries, elles nous aiment finalement, puisque en échange du gîte et du couvert, elles vont avoir plusieurs rôles. Alors déjà l'immunitaire, parce que comme elles prennent la place, il n'y a pas les méchants virus et les autres méchantes qui peuvent venir. Elles ont tout tapissé. Ensuite, elles maturent les villosités. Hein, elles diminuent aussi la réponse inflammatoire parce que justement, elles prennent la place et elles empêchent certains pesticides ou produits qu'on ingère. Elles nous permettent de les dégrader plus facilement. Elles ont un rôle physiologique puisque comme elles sont là, elles permettent la sécrétion de mucus, une action enzymatique qui les aide aussi à casser l'amidon, le cellulose, ce genre de choses. Elles neutralisent certaines toxines, comme l'ammoniac. Rôle métabolique, la synthèse de la sérotonine. La sérotonine, c'est appelé vulgairement l'hormone du bonheur, bien que ce soit un neurotransmetteur. Donc elles produisent 95% de notre sérotonine, grâce au tryptophane qu'on va trouver dans certains aliments. Je vous dirai lesquels tout à l'heure. Le digestif, elle fermente certains substrats, cellulose, amidon. Et neurologique, parce qu'elle communique directement avec nos cerveaux grâce aux nerfs vagues. Elles se développent en l'absence d'oxygène, donc c'est très difficile de les étudier, parce qu'il faut faire des études sur le gène des bactéries. Et comme il y en a tellement et qu'on est tous différents, c'est très difficile les études à ce jour sur le microbiote. Et donc, elles aiment la communication, et leur environnement est impossible dans une boîte de pétri, parce qu'il n'y a pas cette communication d'échange de neurotransmetteurs aussi. Hein. Dans une boîte de pétri, c'est les petites boîtes rondes sur lesquelles on ensemence pour pouvoir les étudier. Comme elles n'ont pas de communication, il y a une grande partie des bactéries qui meurent. Donc comme elles envoient des neurotransmetteurs, comme la sérotonine, voilà, ça passe par le sang. La voie immunitaire, parce qu'ils sont directement en contact avec les cellules de l'intestin. Et la voie nerveuse, grâce aux nerfs vagues. Donc elles communiquent entre elles, dans la même espèce, interespèces, avec leur hôte. Donc elles parlent plusieurs langues quand même, hein, nos bactéries. Voilà. Et nous, on peut aussi communiquer avec elles, puisque le nerf vague va dans les deux sens. Alors l'intestin premier ou second cerveau. Donc le cerveau entérique, on dit que c'est le cerveau primaire, puisque c'est lui qui était là avant, et qu'on a fait une délocalisation dans la tête pour permettre à ces bactéries de faire leur taf de digestion et de faire les tâches annexes à la base par le cerveau. Alors là, je vous ai mis la communication cérébrale, cerveau cérébral, cerveau entérique, grâce aux nerfs vagues. J'ai un peu expliqué dans la culture chinoise, le cerveau cérébral et le cerveau entérique sont comme le yin et le yang, ils travaillent ensemble, mais ils ont différentes particularités. Donc le cerveau cérébral, c'est plutôt le temps social, la culture, le masculin, les sens externes, l'immobilité et la réflexion. Pour le cerveau entérique, c'est plutôt les cycles naturels, la nature, l'eau, le féminin, les sens internes, le mouvement, la digestion. Donc si on peut résumer, cerveau entérique, c'est tourné vers soi, cerveau cérébral, c'est tourné vers l'extérieur. Donc, il y a entre 200 et 500 millions de neurones qui tapissent l'estomac. On appelle ça des neurones entériques. Ils sont de même composition exacte que les neurones cérébraux. Et c'est une communication incessante. La muqueuse, elle sécrète environ 20 types de neurotransmetteurs différents. Et il y a eu plusieurs études qui ont prouvé toutes ces connexions. Donc je vais en citer quelques-unes. Donc le professeur Collins de l'université Macaster d'Hamilton au Canada, il a procédé à un échange de microbiotes sur des souris. Donc une lignée au profil anxieux et une lignée au profil calme. Quand on échangeait les microbiotes, les souris avaient changé de comportement. Donc ces microbiotes agissent vraiment sur notre cerveau et nos comportements. Ensuite, il y a d'autres expériences, toujours sur les souris. Donc les souris axéniques, c'est des souris stériles. Donc on a pris des souris, on les a mis dans un environnement stérile. Et donc elles ont une façon de se comporter qui est plus insouciante, elles ont moins peur du danger et elles n'ont pas peur du vide.
Tandis qu'une souris qui a un microbiote, elle va avoir peur du danger, elle va avoir peur du vide. Et ils ont fait comme conclusion que le microbiote préservait sa propre vie en préservant celle de l'autre. Donc en fait, lui, il est intelligent, il comprend le stress, et quand il est stressé, il va dire « Attention cerveau, nous on veut vivre ». Ensuite, il y a les expériences sur le poids avec Akkermansia, cette bactérie en particulier, elle régulerait les excès de poids chez les obèses. Et en fait, ils se sont rendus compte que plus le microbiote est diversifié, moins on a de risques d'être obèse. Et cette bactérie particulièrement, ils sont en train de faire des études sur celle-ci, elle permettrait la régulation. Donc les souris, en 15 jours, elles perdaient 15% du surpoids qu'elles pouvaient avoir. C'est quand même intéressant. Voilà. Ils ont fait aussi des études sur l'autisme. Donc il y a certains métabolites comme l'acide propionique, qui est le E280, si ça vous intéresse, qui, dans les bonbons et les gâteaux, permettent aux champignons de ne pas se développer. Mais ces champignons, ils sont utiles pour nous, puisqu'ils nous permettent la dégradation des graisses et des sucres. Et donc ces mamans qui avaient des enfants autistes ont fait des régimes alimentaires particuliers à leurs enfants. Ils ont banni tous les produits industriels. Elles ont fait que du fait maison et ils ont retrouvé 90% de leur retour au calme. Donc ils avaient encore l'autisme, mais ils étaient beaucoup plus calmes, ils étaient plus hyperactifs. Donc voilà. Donc le microbiote a son maladie, ça s'appelle une dysbiose, c'est un déséquilibre du microbiote. Et ça provoque une fragilité de la muqueuse. Donc si le microbiote chute, on a un système immunitaire moins efficace puisque la barrière est moins grande. Et puis des risques de maladies métaboliques, parce qu'il y a des inflammations. C'est des lésions des villosités, ça provoque les inflammations. Et s'il n'y a plus de sérotonine, qui est entre guillemets l'hormone du bonheur, mais c'est un neurotransmetteur, eh bien, il y a dépression, parce que cette sérotonine, elle agit sur certains récepteurs cérébraux, et ça peut provoquer la dépression. Alors pour ça, il faut nourrir les troupes. Il faut bannir la nourriture industrielle au plus possible. Alors, le tryptophane, c'est le précurseur de la sérotonine, hein, donc pour être bien en phase, et l'hormone du bonheur, pour être joyeux. Donc il y en a plusieurs, j'en ai mis quelques-uns, donc il y aurait l'ananas, la dinde, la laitue, les légumineuses, la levure de bière, les noix, les œufs. Voilà, si on mange à peu près convenablement, on a tous ces éléments. Et il faut également du magnésium, alors lui, oléagineux, légumineux, céréales, oméga 3, les poissons gras, les algues, la vitamine B, les légumes, les feuilles vertes, voilà. À peu près, on mange bien. Alors, les prébiotiques, c'est l'aliment de la bactérie. Donc, il y en a deux types. Les fibres solubles, donc c'est des fibres, hein, donc des légumes. Les fibres solubles et les fibres insolubles. Donc, soluble, c'est la pectine, comme on trouve dans la pomme. Et insoluble, c'est le cellulose, comme on trouverait dans l'herbe ou dans les salades ou ce genre de choses. Donc, les prébiotiques, alors l'insuline, c'est un oligosaccharide qui ressemble, le mot il est un peu barbare, mais c'est un gros sucre. C'est l'inuline. L'inuline, où pardon? Tu t'es trompé. Ouais, mais c'est parce que je l'ai mis oui, juste là. c'est pas grave. Non, c'est l'inuline, oui. C'est l'inuline. Donc les bactéries, avec le fructose et l'inuline, elles fermentent. Donc c'est toujours dans le côlon. La fermentation, c'est pas dans l'intestin grêle. On est dans le côlon. Elles fermentent et elles créent des petits acides gras à chaîne courte. Ces acides gras à chaîne courte, ils sont bien pour lutter contre l'inflammation. Ils sont utiles pour les cellules cérébrales. Intestinales. Elles se nourrissent de ça. De ça. Ouais, elles permettent la croissance des bactéries. Et les acides gras sont aussi des médiateurs de la réaction inflammatoire. Donc elles permettent encore de... Enfin, c'est comme si elles s'auto-alimentaient, ces bactéries, finalement, et elles permettent à notre côlon d'être bien. Donc elles alimentent le côlon en lui donnant des acides gras, des sucres, voilà. C'est vraiment un échange. Donc on dit qu'il faut manger des fibres. Donc il en existe des douces, bon, c'est plutôt des mucilages, des légumineuses. Donc c'est des solubles. Et les un peu plus brutes, c'est les insolubles. Elles améliorent le transit et on les utilise souvent pour faire augmenter les selles en cas de constipation. Donc là c'est plutôt les fruits, les pruneaux, les dattes. Donc prébiotiques, c'est la nourriture des bactéries et probiotiques, c'est des souches de bactéries. Probiotiques, ça veut dire pour la vie. Donc on en trouve dans les produits laitiers, dans tout ce qui est lactofermenté, le soja, le pollen mais cru, la bière, on en trouve dans le jus d'herbe de blé, dans le pain au levain, plusieurs aliments fermentés, quoi. Et lactofermenté, c'est comme une prédigestion du produit.
Et en plus, il y a de la synthèse de vitamine B et C par les bactéries présentes dans le produit. Et le mieux, c'est d'utiliser des symbiotiques. Donc là, c'est prébiotique la nourriture et probiotique la souche. Vous avez les deux. Donc en bref, on se concentre sur la qualité de nos aliments et notre hygiène de vie. Donc précurseur de la sérotonine, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Lactofermenté, mais momentanément, puisque on n'a pas besoin théoriquement de réensemencer notre flore. Si tout va bien, on a ce qu'il nous faut. Il faut juste l'alimenter correctement. Donc on mange des fibres, on mastique, puisqu'on ne mange pas dans le stress. Et il faut bien pré-digérer quand même les choses pour qu'elles aient quand même le moins de boulot possible, quoi. On mange vivant, donc vivant ça veut dire manger des légumes et des fruits crus pour avoir quelques enzymes et des fibres pas trop digérées pour diversifier la flore. Parce qu'il y a des bactéries qui préfèrent les longues chaînes de fibres et il y a des bactéries qui préfèrent les chaînes de fibres plus simples. Et on se détend. Voilà. On évite sucre raffiné, les graisses trans, le stress, pesticides. L'eau chlorée, donc l'eau du robinet elle est chlorée et elle détruit une partie de vos bactéries intestinales. Donc pour pallier à ça, vous pouvez acheter des petits bouts de charbon ou des Brita, là, carafe filtrante, ça permet d'enlever le chlore. C'est quand même important pour le microbiote. Alors n'oublions pas que la composition de notre microbiote est dynamique et en perpétuelle évolution malgré notre signature. Donc c'est indispensable à notre bien-être et ce sont nos partenaires de force vitale. Donc pourquoi pas un repas par semaine, manger que des fruits ou que des légumes, une petite monodiète pour leur permettre à elles d'avoir leur quota de fibres. Voilà, alors le naturopathe que je suis, il en pense quoi? Alors lors de la prise d'antibiotiques momentanée, on se complémente avec des symbiotiques. Pour pas trop rendre ces bactéries fainéantes, parce que si on prend des probiotiques à chaque fois, elles vont avoir l'habitude d'être ensemencées par une flore qui n'est peut-être pas bonne pour nous. Donc elles sont utiles pour pas qu'elles soient trop infestées par des bactéries indésirables, entre guillemets, et les prébiotiques pour leur donner à manger correctement. Donc en cure de revitalisation, en naturopathie, c'est quand on veut plus de force vitale, quand on veut récupérer un peu d'énergie, on s'axe là sur les prébiotiques. Parce que comme je vous ai dit, on ne veut pas les rendre fainéantes, les bactéries, le microbiote. Ou des compléments alimentaires qui pourraient ressembler à des fibres. En cas de maladie métabolique ou inflammatoire, on collabore avec le microbiote avec des prébiotiques, mais dans l'alimentation, si elle est assez variée, on n'a pas besoin d'acheter toujours des compléments, c'est vraiment momentané. Donc il faut aussi savoir le mettre au repos, ce système, et le jeûne et le fasting. Donc le fasting, c'est le jeûne intermittent. On loupe par exemple le petit déjeuner ou on loupe par exemple le repas du soir, ce qui nous permet d'avoir 16 heures de repos digestif. Et donc ça, c'est utile pour les bactéries, parce qu'elles vont faire un nettoyage, elles vont se mettre au repos. On se relaxe, on bouge et on s'oxygène. Parce que si elles n'ont pas besoin d'oxygène, nous on en a besoin, et elles utilisent quand même ce que nous on absorbe toute la journée. Voilà. Donc moi je peux en parler, j'ai eu un parcours assez particulier. Donc je suis devenue végétarienne il y a maintenant 4 ans. Et c'était suite à des problèmes digestifs que j'ai changé de mode alimentaire. J'ai fait une intolérance à la viande parce que dans les viandes que je mangeais, il y avait des antibiotiques. Donc mon microbiote m'a donné une alerte en me faisant faire des hyperleucoses digestives. C'est-à-dire que tous mes globules blancs étaient concentrés uniquement dans mon intestin. Et donc j'allais à la selle pour éliminer mes globules blancs. Donc un rhume, c'était pour moi. Une grippe, c'était pour moi. Et puis sans parler des diarrhées intempestives, ce genre de choses qui est assez désagréable. Et donc j'ai enlevé la viande, parce que dans mon microbiote à moi, c'était pas ce qu'il fallait pour être bien. Donc à partir du moment où j'ai enlevé la viande, tout est revenu à la normale en 3 semaines. Alors pour toi, il y avait une histoire particulière. Moi, il y avait aussi une histoire particulière. Donc le décodage de mon histoire, c'était ma façon à moi de ne pas manger la mort. Donc je n'acceptais pas la mort d'un deuil, et c'était ma façon de ne pas manger la mort. Et quand j'ai découvert le décodage, j'ai trouvé que ce mode de vie me correspondait mieux, parce que même étant petite, j'ai jamais aimé le steak, j'ai jamais vraiment aimé la viande, j'ai jamais vraiment aimé le poisson, et je me suis dit finalement c'est que c'était pour moi. Donc il y a 7 milliards d'individus, je fais partie des 7 milliards, et j'ai besoin d'une alimentation adaptée à moi. Voilà. Merci Fanny. Merci. De questions-réponses. Ouais. C'est là quand même. C'était sur les entérotypes. Oui. Parce que, du coup, Entérotypes. C'est que par exemple, comme les groupes sanguins, tu as A, B, AB, O. Les entérotypes, ça va être, je vais pas te dire les noms, mais
végétarien, pratiquement avec beaucoup de fibres, type végétarien, même si tu manges de temps en temps de la viande ou du poisson. Type vraiment carné, les gens, c'est la viande tous les jours, sinon ça va pas. Tu disais qu'il y a des gens qui sont prédestinés Ouais. un petit peu à... Ouais. C'est la culture en fait de la nourriture. C'est ce que tu reçois à la naissance aussi. C'est le programme que tu reçois à la naissance. Donc moi j'ai par exemple été née par voie basse, mais j'ai pas été allaitée. Ça a joué à un moment sûrement sur ce microbiote-là. Plus tout l'héritage culturel de mes parents. Ma maman à l'époque mangeait beaucoup de fromage, elle avait un oncle. Elle mangeait beaucoup de fromage. J'ai une appétence pour le fromage qui est très forte. Plus tous les décollages biologiques bien sûr. Mais... Est-ce que ça veut dire qu'en fait le microbiote, il y a une part d'inné oui. et une part d'acquis Oui. en fonction voilà, de ce qu'on mange? C'est comme l'empreinte digitale, si tu te brûles, ça reste ton empreinte digitale et il y a un endroit qui est un peu lésé, mais ça reste quand même toi. Je ne pourrais pas avoir le même que toi, sauf transplantation fécale en cas de Clostridium difficile, donc c'est une bactérie qui est tellement dure qu'elle tue tout et elle te fait rien absorber et elle colonise tout ton côlon et les personnes elles sont à la limite de la mort et elles ont des transplantations fécales directement et alors elles arrivent à s'en sortir. Donc, du coup il y aurait trois grands profils. Ouais. Comme les groupes sanguins. Mais après on est tous différents. Et comment tu fais pour découvrir justement ton groupe sanguin, c'est comme ça C'est les études là, mais il faudrait je pense faire des tests avec les laboratoires, mais c'est très très onéreux parce que là, pour trouver ça, ils utilisent la métagénétique. Donc ils font la génétique sur la bactérie. Elle est 10 fois, voire 50 fois plus petite qu'une cellule et ils sont vachement plus nombreux quand même. Toutes les espèces qu'on peut avoir et toutes les combinaisons, ils sont à l'aube de la découverte du microbiote. Du coup, on va partir sur un ressenti. Plutôt, ouais. Plutôt, parce que comme elles communiquent directement avec ton cerveau, elles vont te dire, quand tu as des appétences par rapport à certains aliments, en général, ce sont elles qui parlent. Après, il faut juste observer voilà. son état de santé. Hein. Voilà. Comment vous digérez, comment votre niveau de forme après un repas, 2 jours après, etc. Ouais. C'est pour ça qu'il y en a qui sont plus facilement végétariens que d'autres. C'est pour ça qu'il y a des cultures aussi, on trouve des gènes du végétarisme. Chez les Indiens. Chez les Indiens, ils en ont beaucoup ils plus sont plutôt pro-Nutella ou en Afrique, voilà, c'est ça. Qu'en Europe, où on a été pendant des milliers d'années obligé de manger de la viande et des produits laitiers depuis 10 000 ans. Quoi. Voilà, donc après on va trouver, même en France ou même dans les pays du Nord, il va y avoir quand même des végétariens. Comment tu expliquerais quand des fois les personnes font leur repas et à la fin du repas ils ont cette envie de sucre? L'envie de sucre, ça je peux pas dire. Il y a des bactéries qui ont besoin de sucre. En fait, notre flore, elle a tellement été habituée depuis notre enfance à bouffer du sucre, parce qu'on est dans une civilisation où on bouffe que des céréales et des sucres industriels, que on a développé une dépendance. Et c'est Danielle Jerkens qui a fait une année sans sucre, qui explique ça dans son reportage, dans son témoignage, et elle explique que quand elle a été privée de ça, en fait, elle a arrêté le sucre, au bout de 3-4 jours, elle devenait folle, parce qu'en fait, il y a des bactéries à l'intérieur qui réclamaient leur dose. Et comme elles n'avaient pas cette dose-là, ça crée une forme de... Après, il y a aussi dans la tête les récepteurs de la récompense qui agissent... Qui ne sont pas stimulés régulièrement. Quoi. Après, c'est ce qu'on appelle une dépendance. Hein. Après, c'est plus facile pour une bactérie de casser des petits sucres raffinés qui sont déjà transformés que ceux d'une fibre. Donc c'est presque de la fainéantise aussi de leur part, de préférer un sucre raffiné qu'un sucre comme l'amidon ou les pâtes, tu dois passer 3 heures. Très bien, merci beaucoup Fanny.